les contemporains qui, eux, ne connaissaient pas ni la suite ni la fin de l'histoire. Donc, revenant aux origines de la colonisation, notamment en Afrique, sur lesquelles il parle davantage qu'il ne parlera de l'Indochine, même s'il en parle dans le courant du livre, mais c'est quand même surtout dans l'Afrique, Philippe Sambacco a choisi pour sa démonstration une forme que j'ai trouvée personnellement originale, en choisissant 10 personnalités de l'époque dont il va relire la vie en se mettant dans leurs pas, en observant leur motivation, leur parcours, leurs actions. Des personnes dont les noms nous sont encore connus pour certains d'entre eux, comme le général Faidherbe, Paul Leroy-Beaulieu, qui a été le théoricien de la colonisation, le premier théoricien de la colonisation, Monseigneur Augoire, dit l'archevêque des anthropophages, ou qui sont tombés dans l'oubli, comme Ernest Psichary, petit-fils de Renan, donc de Grand Vignier, ou Paul Vignier-Octon, qui fut médecin en Afrique, puis député anticolonialiste après avoir été médecin en Afrique, et qui est rentré en métropole pour défendre ses positions anticolonialistes, ou Paul Trampel, secrétaire à 22 ans de Savorgnan de Brazza, qu'il a suivi, et qui a été mort assassiné à 28 ans en remontant le fleuve Bangui dans des conditions épuisantes, et il en faisait la reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que tous ces personnages, j'ai regardé un petit peu leur date de naissance à tous, ils sont nés dans la deuxième moitié du XIXe siècle, forcément marqués par la défaite de Sedan et le désastre de la guerre de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine. Comme j'ai eu l'impression, en les lisant, comme frappé d'ennui par le pays tel qu'il est devenu, et rêvant d'ailleurs, d'un ailleurs enthousiasmant, avec le romantisme aussi de l'époque, hein, puisque c'était ce moment-là très, très précisément. Donc du coup, chacun fut d'accord, pour des raisons personnelles, pour mettre en œuvre les desseins de Napoléon III, qui lui avait un dessein de passer de l'autre côté de la Méditerranée et d'aller installer la France dans des pays nouveaux, avec tous les avantages que l'on pouvait en tirer ultérieurement. Donc c'était... Et il lui avait envoyé, d'ailleurs dans sa mission qu'il voulait pacificatrice et civilisatrice, tous ces jeunes Saint-Simoniens qui sont partis et qui sont morts la plupart du temps, la plupart là-bas. Donc ils sont tous occupés au pays, donc ils sont partis pour mettre en œuvre les desseins de Napoléon III. Non pas qu'ils soient inscrits forcément là-dedans, mais ils étaient, ça rejoignait leur rêve, si vous voulez. Et ils ont occupé, toujours au péril de leur vie d'ailleurs, des postes de responsabilité, soit pour reconnaître la géographie du continent, qui était un continent totalement inconnu à ce moment-là, ou pratiquement inconnu à ce moment-là, parce que Stanley Livingstone, c'était pas très loin avant, ou administrer des régions immenses et mal connues. Et qu'ils ont fait ça tous très très jeunes, hein, il faut le savoir. Donc du coup, ce livre, je vous dirais qu'il est d'une telle richesse de documentation, il n'est que de voir, vous verrez la bibliographie qui l'accompagne, il faut faire à peu près une trentaine de pages, que pour mesurer vraiment l'importance des recherches qui vous sous-tendent, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en lumière, je ne dirais même pas une synthèse, mais quelque chose qui puisse m'impressionner, qui m'a impressionné comme une plaque photographique, quoi, si vous voulez. Et tellement il y avait de choses que j'ai apprises sur cette histoire de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, et sur l'histoire même du continent africain que j'ignorais totalement. Donc, à titre personnel, d'ailleurs, je remercie Philippe de tout ce que j'ai pu lire et connaître dans ce travail, et je dirais même de ce travail de mise à ma portée qu'il a fait, je dis pour moi, puisque je parle pour moi, avec ce livre très explicatif au demeurant. Alors, il y a dans ce livre beaucoup de points de vue, plusieurs angles de vue, et peut-être d'ailleurs que je pourrais vous lire déjà
quelques phrases qui expliquent les points de vue qu'il a pris, parce que c'est encore mieux de le citer ou de le faire lire que de parler moi-même. L'auteur dit « J'ai choisi le procédé d'anamorphose parce que c'est le seul qui permette de partir d'une représentation apparemment totalement difforme quand on la regarde normalement, d'en faire apparaître les justes proportions, mais visibles seulement sous des angles divers qu'il nous appartient de trouver. Les enfants adorent toujours tenir dans leurs mains ces petits objets qu'il faut orienter délicatement, d'une manière ou d'une autre, pour faire émerger du brouillard initial une image inattendue. 10 personnages qui furent célèbres à l'époque coloniale et qui depuis sont tombés complètement dans l'oubli, vont me servir comme autant de différents réglages permettant d'y voir globalement plus clair. Il ne s'agit pas ici de leur biographie. Ils ne sont que des prétextes. Leur choix est arbitraire et subjectif, mais il a permis de ne rien laisser en dehors du champ d'investigation finale. En les tirant de l'oubli, sont revenus à la surface des éléments disparates et désordonnés, au gré de mes recherches et des réflexions qu'elles m'inspiraient. C'est pourquoi il ne s'agit pas ici d'un livre d'histoire à proprement parler. Il n'y a aucune linéarité ni continuum, mais un ensemble des 10 angles de vue, dont l'ordre est sans importance, qui permet de sortir du chaos et de redonner du sens. Le sommaire porte bien son nom, qui aide juste à se retrouver, mais la réelle table des matières n'apparaît-elle un puzzle qu'à la fin du travail. Certains éléments développés à un endroit réapparaissant dans d'autres et montrant, tel un maillage, la cohérence de l'ensemble. Et donc c'était justement ce qui m'avait déjà apparu comme le premier aspect que j'avais relevé, j'en ai retenu 3 pour faire vite, et donc dans ce premier aspect, c'est que l'auteur dresse des portraits nuancés de ces personnages et montre que ces figures n'étaient pas univoques. Certains, tout en étant loyaux, se sont élevés contre la colonisation, l'enrôlement forcé des Noirs dans la guerre de 14, dont ils disaient que ce n'était pas leur guerre, et certains ont préféré démissionner de leur mandat, rentrer en métropole et mourir au front, parce qu'ils ont préféré venir faire eux-mêmes la guerre de 14-18. D'autres, tout aussi honnêtes, mais qui ne voulaient voir que la mission pour laquelle ils s'étaient engagés, notamment les missions de découverte et de civilisation, ont, peut-être à leur corps défendant, couvert l'esclavage et le portage, qui a été aussi une souffrance pour les peuples noirs de l'époque. L'Église catholique, présente en Afrique avant le gouvernement français, a évangélisé les populations souvent contre leur gré. Mais en même temps, elle leur a apporté l'aide et le soutien matériel et elle les a aidés en se battant contre l'esclavage. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas une seule voie, que les gens ont fonctionné au plus près du terrain et avec ceux qu'ils avaient en face d'eux. Et on peut difficilement dire c'est tout noir ou c'est tout blanc. Le deuxième aspect qui donne, j'ai trouvé, de la vivacité du punch au texte, c'est que l'auteur intervient personnellement. Et très fréquemment et régulièrement, il revient sur l'époque actuelle pour donner son analyse de la situation à la lumière des découvertes qu'il a faites dans sa recherche sur ce livre. Le troisième aspect, je dirais, est plus littéraire. Je pourrais laisser penser que ce livre est sérieux et aride. Alors je dois vous dire qu'il n'en est rien, du moins en ce qui concerne l'aridité. Ça se lit presque comme un roman d'aventure. Moi, je ne l'ai pas lâché, pourtant il y a des choses qui sont un peu difficiles à suivre, notamment de l'histoire longue de l'Afrique, avec les allées et venues de tous les peuples qui ont, je dirais, qui sont venus coloniser bien avant les Européens ces régions d'Afrique, qui sont venus esclavagiser ces Africains, et ces populations qui sont les unes contre les autres, et donc tout à l'heure Philippe me rappelait que effectivement les Touaregs et les Noirs, on a parfois créé des pays quand on a tiré avec
des centimètres et on a découpé l'Afrique à notre idée. On a mis ensemble des peuplades qui avaient été ennemies depuis des siècles. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il était impossible de pouvoir les faire marcher d'un même pas, dans un même pays, avec une même nationalité. Ça, nous, Européens, nous ne l'avons pas vu. C'est donc ça ce que j'appelle l'histoire longue du continent africain. Et donc j'ai un peu pu prendre connaissance dans cette partie. Et j'ai trouvé aussi dans le côté un peu, je dirais, romanesque de ce livre, que les personnages sont présentés et décrits de manière vivante dans leur environnement métropolitain, puis dans leur découverte de la réalité de cette Afrique qu'ils avaient fantasmée, pour la plupart d'y aller, bien entendu, et pour plusieurs d'entre eux, de leur découverte mystique de l'islam. Ça, c'est aussi quelque chose à quoi je ne m'étais pas attendue. Donc, ils ont pris connaissance de ce qu'était l'islam dans son aspect du mysticisme. Ce qui m'a ramené, moi d'ailleurs, au prêtre de Tibirine, je ne sais plus comment on le dit exactement, qui étaient dans le sud de l'Algérie et qui ont eux-mêmes été là-bas attirés aussi par le mystique. Eh bien, ça s'est trouvé dans les points. Alors, j'ai quand même relevé des points négatifs, je le dis à Philippe quand même, mais ce sont des problèmes de forme. Les caractères sont petits, les petits caractères d'imprimerie, et les paragraphes qui sont un peu touffus, et qui rendent la lecture parfois un peu difficile. Ça. Alors je sais malheureusement, je dirais un problème d'édition, et non pas d'écriture, c'est évident. Hein. Il y a aussi du fait de l'édition, dans ce type d'édition-là, les cartes qui sont très petites et qui ne permettent pas de vraiment suivre. Il y a plusieurs cartes à l'intérieur pour suivre un peu pour aider, je dirais, dans la compréhension. Malheureusement, elles sont petites et on peut mal suivre, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et écoutez, je pense aussi à une dernière chose, c'est que j'ai pensé, et Philippe me dira si j'ai raison ou pas, que, à mon avis, ce livre est d'abord à usage franco-français pour mieux comprendre notre histoire française et coloniale et la situation où nous sommes. Et pour nous réconcilier en quelque sorte avec nous-mêmes et avec notre histoire. Je le vois un peu comme ça. C'est à notre propre usage. Et je pense qu'il appartiendrait aux Africains d'écrire l'histoire de l'Afrique vue de leur côté. C'est à eux de le faire maintenant. Et j'y ai pensé parce qu'au moment où je préparais cette présentation, j'ai entendu à la grande librairie Alain Mabangou, l'écrivain franco-congolais, qui a animé une chaire au Collège de France en 2015-2016, qui le disait. Il disait, c'est à nous maintenant d'écrire l'histoire de l'Afrique. Et je crois que c'est vrai. On ne pourra bien repartir sur des bonnes bases que quand on aura mis en regard ce qu'ils en ont vécu, ils en ont retiré, comment ils ressentent l'avenir. Et puis, nous, avec ce que nous acceptons de relire de notre histoire, d'en accepter les côtés clairs et les côtés noirs, et de dire, bon ben voilà, on en est là, on a participé aussi à beaucoup de choses qui étaient très bien. Donc, si je vous ai donné envie de lire ce livre, vous verrez qu'il y a eu une mission de construction, de ponts, de routes, de construction d'écoles, considérable. Donc on n'a pas uniquement des points noirs dans cette colonisation, mais il y en a aussi. Et bien, je dirais qu'un jour ou l'autre, il faut qu'on accepte d'être au clair avec ça et de dire ben, c'est comme ça. Je dirais comme dans d'autres temps, nos ancêtres ont accepté d'avoir tué le roi de France, et nous sommes derrière pour l'accepter aussi, et bien c'est pareil. Il faudra qu'on accepte l'histoire véhiculée. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre que j'ai moi-même à peine effleuré. Et je vais laisser la parole à Philippe Sammarco pour qu'il précise ou qu'il rectifie ce que j'ai perçu de sa démarche et puis qu'il réponde à vos questions que je pense être nombreuses. Voilà. Merci Gabi. Bon, chacun aura compris que Gabriel était parfaitement la personne
Merci Douane pour l'exercice et je l'en remercie. Comme ce serait intéressant de garder la plupart du temps, la majeure partie du temps pour un débat entre nous, j'aurais donc juste présenter rapidement, le plus rapidement possible, avec cette signe, c'est trop long, comment tout ça s'est construit. Je suis parti, moi, d'une inquiétude de ce qui se passe en ce moment dans ce pays, depuis une bonne dizaine d'années, et que je n'avais pas vu venir. En tant qu'acteur élu, secrétaire général de la ville de Marseille et de la ville de Marseille, et on travaillait énormément sur toutes les problématiques urbaines, avec beaucoup d'engagement, j'ai plus reconnu, là, depuis quelques années, la manière dont les choses se présentaient, une espèce de remontée d'agressivité, un repli identitaire de tous les côtés, que je pense être grave, sérieux et qu'il faut prendre en compte. Alors, soit pour en parler avec les gens en question, pour tirer, comme a dit Gabriel, il faut tirer les affaires au clair. On voit bien, la campagne électorale le montre, le côté très désorienté de la population française. On ne sait plus très bien où on est là pourquoi, d'abord qui sommes-nous, d'ailleurs qui se reconnaît dans le nous, enfin bon, on voit où on en est. Et c'est à ce moment-là que donc dans la dernière période, moi je l'ai vu avec retard, ça a dû commencer avant que j'en prenne conscience, le retour du refoulé colonial, comme point d'appui identitaire et comme clé de compréhension de tout. Tout à coup, un peuple qui a besoin de grilles de lecture globalisantes, avec ça on comprend tout, on justifie tout, et aussi du coup on justifie le refus des efforts préalables de la génération que j'incarnais, qui étaient des efforts d'intégration, d'assimilation. Bon, on est tous en train de bâtir quelque chose et de lutter contre des injustices et des discriminations, quelque chose aussi qui est totalement vrai, et que j'incarne avec tant d'autres. À partir du moment où on remet ça en cause, pas sur le plan technique ou sur le plan profond, de principe, non. Nous en sommes arrivés de passage à l'assimilation, à l'intégration, quasiment à la cohabitation aujourd'hui, en espérant qu'elle reste pacifique avant de la confrontation. Donc on est sur cette pente-là, c'est comme ça que je le ressens, que ça m'inquiète énormément. Le thème ayant été véhiculé, la valorisation des différences aussi, quelque chose qui est un peu aussi artificiel que d'autres, chose qu'il faut quand même prendre au sérieux. C'est la fameuse note de Terra Nova. Le prolétariat, le peuple, on l'oublie. De toute façon, c'est tous des abrutis de Front National. Donc maintenant, on découpe la population en tranches et on fait de la politique comme on fait du marketing. Et là-dedans, évidemment, plus vous êtes différent, plus on va vous écouter. Donc, si besoin, vous allez vous-même aggraver les différences, ajouter des différences à la différence. On ne sait plus où ça s'arrête. Le vernis de politesse et de compassion étant maintenant le slogan du vivre ensemble. C'est plus très bien ce que ça veut dire vivre ensemble. Je vis avec, tu es moi, je suis toi, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? On est quoi? On est déjà dans la cohabitation, espérons-le, pacifique. Et à partir de là, on a assisté à une réécriture de l'histoire coloniale qui ne m'avait pas particulièrement préoccupé jusque-là, mais franchement, avec l'addition de trois facteurs qui me paraissent constituer à eux trois une grenade explosive. Il y a l'aspect compassionnel qu'on peut comprendre, qui d'ailleurs est largement vrai, qui embrasse toute la jeunesse normalement constituée, sur tout ça c'est quand même très mal et c'est normal qu'on les aide. Les problèmes migratoires, qui sont aussi le fruit, on ne sait plus quelle est la poule, quelle est l'œuf, aidant à justifier une politique de compassion généralisée, universelle, et qu'après tout, ça n'est qu'un juste retour des choses. C'était plus inquiétant quand j'ai vu une note interne, bon, si elle m'est parvenue, c'est que ce n'était pas top secret du nouveau parti anticapitaliste, Besancenot, pour faire court, théorisant, à la manière de la théorie des trotskistes, c'est-à-dire des gens corticalisés, sur l'abandon du prolétariat, c'est comme ça. Par contre, l'opprimé aujourd'hui, c'est l'immigré. Alors l'immigré, il y a 80%, 90% musulmans, donc on fait alliance avec eux pour renverser le capitalisme. C'est écrit, d'ailleurs je crois que je le cite dans l'introduction textuellement. Et puis naturellement, le jour où la révolution vaincra, leurs yeux s'éclairciront et les écailles religieuses tomberont de leurs yeux, ils pourront
évidemment, le troisième élément, c'est tout la mouvance salafiste islamiste qui se réjouit de devoir remettre en cause l'identité nationale, le fait, tout ce qui va permettre de déclarer que la société dans laquelle on est mécréante, haram, etc. C'est parfait, puisque de toute façon, leur objectif déclaré, c'est on est là, on est pacifique, je ne parle pas des terroristes, ça c'est encore autre chose, mais on est là, on est déclaré, mais vous vivez de votre côté, nous on vit de notre côté, de toute façon, vu tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien à nous donner comme leçon, vous n'avez qu'à vous taire. Donc tout ceci, l'histoire du parti des indigènes de la République étant là, il écrit des choses comme ça, qui sont, pour moi, alors fils d'immigrés, qui sont terribles. Je vais dire abominables, mais ce serait déjà les connoter. Ils sont terribles. En tous les cas, on est en train de changer le logiciel de la République française. Peut-être c'est mieux, peut-être qu'il faut le faire. En tous les cas, ça ne se passera pas innocemment. Donc, je me suis dit, le mieux par rapport à ça, c'est de s'y plonger après tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je l'ai fait, et d'ailleurs, j'ai découvert largement un continent englouti, par moi-même d'ailleurs, pourtant, c'est vrai qu'on a oublié tout ça. D'une certaine manière, d'ailleurs, la France, elle a tourné la page, elle a arraché, elle a foutu la poubelle, elle a arrêté de nous embêter avec tout ça. Il semble qu'on ne puisse pas s'en sortir comme ça. En même temps, je ne voulais pas faire un livre d'histoire. L'histoire, il y en a, et puis c'est pesant, et puis c'est pas mon boulot. C'est pour ça, bon, je ne reviens pas dessus, parce que je n'a pas dit, j'ai pris la technique de l'anamorphose. Vous voyez, c'est des petits jeux, vous les mettez dans, puis selon comment vous bougez, vous voyez Mickey, Donald, ou si vous savez, autrefois, il y avait des femmes nues qui apparaissaient dans l'eau des petits verres. Donc aujourd'hui, ça paraît très ridicule. Et c'est ça l'anamorphose. On parle d'un truc, et puis tout à coup, ce qui est incohérent, ou gris, ou comme si, ah tiens, il y a une image. Et ça m'a permis, en prenant 10 personnages, j'espérais qu'ils soient tous oubliés, bon, il semblerait que certains ne les ait pas oubliés, parce que c'est quand même intéressant de voir que pourquoi des gens qui étaient très connus sont devenus totalement inconnus. Voilà. Ça aussi, c'est l'histoire de France. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des modes, c'est artificiel, ça correspond à quelque chose. Parce que les gens là, ils étaient très connus. C'était vraiment des héros. Et donc, en plus, sur le plan technique, ça permet en effet un aspect de conte. Hein, je raconte des histoires. J'aime bien quand ça, on raconte des histoires. Mais je les raconte, mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, je glisse des aspérités qui sont des réflexions tout à fait personnelles, qu'on n'est pas obligé de partager, qui n'ont pas forcément d'ailleurs à voir avec ce que j'étais en train de dire. Vous savez, quand on a une conversation, on dit ah mais en fait, oui, j'ai fermé la porte, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non. Évidemment, c'est mon boulot de veiller à ce que je retrouve le fil. Et donc, j'ai mélangé une technique romanesque du conte, on raconte une histoire, avec des flèches qui sont des fulgurances sur l'actualité. Voilà pour le coup. Alors, on voulait parler du passé, on va parler du présent. Et pas de la manière dont on pensait. Donc, je vous fais une très rapide présentation des 10 personnages, mais en effet, ce n'est pas des biographies. Psicari, donc c'est quelqu'un qui a été très célèbre, petit-fils de Renan, et qui est mort en août 14. Donc, là aussi, déjà, avec tout ça, il faut quand même faire attention. C'est des gens qui meurent. Alors, c'est ridicule de voter pour la France, tout ce qu'on veut, d'accord. Eux, ils y croyaient, et ils l'ont fait. Donc, quand même, on peut. Alors, c'est intéressant de voir Psicari, parce que c'est à la fois le petit-fils de Renan, donc c'est vraiment l'héritier des grandes familles de la République. C'est le moment où la République s'installe. Donc, Psicari me permet de contextualiser. Chacun va me permettre de contextualiser. La République s'installe, et elle ne s'installe pas, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, de manière tranquille, évidente, la concorde. Elle a fracassé tout le monde. Voilà, ça a été un combat, alors je passe là, et c'était une violence. Et Psicari, c'est un type qui se trouve complètement écartelé, à tel point que le petit-fils de Renan, il va se convertir au christianisme. Donc, il y a une espèce de côté, il se fait une torsion, là. Il a pire qu'un limbago, là, parce que c'est pas normal. Et donc, on voit en même temps le côté, l'environnement Sedan, donc c'est quand même, on a pris une raclée, là, comme les Français, on a des génies d'amnésie complète. On a pris une raclée, mais une raclée terrible, comme on en reprendra encore d'autres. Hein. Bon, la dernière, ça sera Dien Bien Phu, colonisé. Je parle de grande raclée, classique, là, avec les armes.
la perte de l'Alsace-Lorraine, c'est quelque chose qui est là, qui est planté dans le code. Là, c'est la célèbre phrase pensons-y toujours, mais n'en parlons jamais. Là, et ça va expliquer beaucoup de choses. On ne comprend rien à la colonisation française si on oublie ça. Et donc, l'affaire Dreyfus, c'est vraiment la fondation de la Troisième République. Je répète qu'elle s'est faite par écrasement de deux éléments sans lesquels il n'y aurait pas eu de République. On a écrasé l'état-major, le haut état-major qui continuait en Allemagne, et on a écrasé l'Église catholique. Aujourd'hui, on vous dit la loi de 1905, c'est une loi d'entente, de concorde. C'est une plaisanterie. Là, je pourrais en revenir si vous voulez être une plaisanterie. On les a fracassés. Une fois que on a mis des milliers, quelques dizaines de milliers de moines, de sœurs, de curés, dehors. Français. Il n'y avait pas question d'échange d'activité. Vous partez. On ouvrait les églises à coups de hache, etc. Donc, ça permet de contextualiser ça. Et en effet, par rapport à ça, un climat désagréable, un climat de guerre civile, l'Afrique, on va respirer du bon air. Hein. Voilà. Et on la sublime, on l'invente. Et en effet, pour certains, on découvre l'islam. Et c'est là où, par exemple, il y a un grand manque aujourd'hui, c'est que la France a été à ce moment-là porteuse d'une culture du monde islamique formidable. Jacques Berkeley, qui viendra plus tard, mais les Massignon à l'époque. Massignon, il sera avec Georges Picot aux accords dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et ce sont des gens qui vraiment ont une connaissance intime de l'islam et positive. Donc il y a un échange. Vigné d'Octon, lui, il est plus totalement inconnu, j'espère. Ça m'intéressait pour la force du silence. C'est-à-dire qu'il a tout dénoncé, tout dit, aucun impact. Zéro. Je donne quelques exemples d'actualité pour dire. Et nous, là, hein, pas des gens qui disent des choses. Jost von Vollenhoven, avec le nom qu'il avait, évidemment, ne pouvait que m'intéresser, puisque c'était comme moi un Français de Freistadt, lui aussi mort au front en 1918. Donc c'est un Hollandais, donc ça permet de voir il est né hollandais, en Hollande, hein, pasteur, et ils viennent, et alors c'est intéressant, cette technique de naturalisation, parce que la France est un grand pays d'immigration, traditionnellement. Donc on ne connaît pas trop l'immigration hollandaise, on voit un bel exemple. Et ils vont en France, mais ils ne vont pas en France métropolitaine, ils vont en Algérie. Et en Algérie, il ne va pas à Alger, il va dans un bled. Il élève des troupeaux. N'empêche que lui, il prendra la nationalité française à 20 ans, mais il écrit une thèse qui est introuvable, et puis j'ai trouvé après, ça c'est vive Internet, on trouve des trucs incroyables, la thèse de Vollenhoven sur le félin algérien. Je disais à Francis Pascal, on pourra parler de la terre aussi. Hein. Et là, en 1910, 1908, tout est dit sur le problème de l'Algérie. La dépossession des terres, le statut des terres, et on voit comment Napoléon III, qu'est-ce qu'on est allé faire en Algérie? Il faut reprendre le film. Après coup, ça c'est évidemment la centrale du bouquin, c'est qu'après coup, nous on sait ce qui se passe. Alors on peut dire la fin, ça c'est pas très intelligent, hein, il n'y a pas besoin de se forcer trop. Mais le problème des Français, souvent, c'est qu'ils vont rejouer le film de l'époque. Et bien évidemment, on s'attribue tous les bons rôles tant qu'à faire. Mais les gens de l'époque, eux, ils ne savaient pas. Donc, avec Jean de Dazin, on a un autre exemple de gars, il dit tout. Napoléon III, pourquoi on était allé en Algérie, qu'est-ce qu'on devait y faire, Abdelkader, il faut connaître Abdelkader. Je veux dire, pour moi, Abdelkader, c'est un héros français. En tous les cas, c'est un héros de l'histoire de France. On ne peut pas comprendre l'histoire de France si on ne comprend pas Abdelkader. Et à chaque fois, on voit que l'histoire peut se dérouler autrement. Ça se passe comme ça, oui, mais elle aurait pu être autrement. Après, ça tient. Bon. Et puis, Napoléon III. Napoléon III, anti-colon, c'est le royaume arabe. Je suis, moi, le royaume arabe. Alors, les colons, doucement. Les militaires également, d'ailleurs. Les militaires, une fois qu'ils ont bien massacré les gens qui se rebellent, ça va ce qu'on appelle la pacification, dans un jeu français. Bon, ça ne bouge plus, on ne va pas secouer ce qui dort. Hein. Donc s'il y a des colons, ils vont prendre des terres, tout ça, non, on ne veut pas. D'ailleurs, on interdit l'évangélisation. Interdiction de l'Église catholique en Algérie, il ne va pas commencer à nous. C'est la Troisième République qui va permettre tout ça. Donc on voit comment les colons vont devenir républicains, alors qu'on aurait pu penser, et d'une certaine manière, la gauche est colonialiste.
puisque ce sont les insurgés de 48, un paquet de milliers va se retrouver en Algérie, ceux de 70. Tout ça, ce sont des gens qui sont persécutés par l'Empire. Karl Marx va se rendre à Alger, le rare voyage qu'il fait avant de mourir, il est cornaqué par un républicain, pourchassé par Napoléon III. Et donc il n'a pas une vision, c'est intéressant de dire Karl Marx sur ces questions-là. Hein. Il ne sera pas du bon côté par rapport aux grilles de lecture d'aujourd'hui. Bon, Johannes von Vollenhoven, il est intéressant aussi parce qu'on voit que chaque fois qu'il y a eu un problème, la France recule. Ce qui montre que profondément, au fond, la France, elle s'en fout de cette histoire. Ne lui en parlez pas. Après, les galonnés, ils veulent avoir des galons, vous pouvez aller dans les terres bronze-bac et dans les garnisons, ça on comprend. Les curés, bon d'accord. Les commerçants, il n'y en a quasiment pas. Mais si ça tourne mal, on recule. Ça tourne mal à Tanger, 1905, ça tourne mal à Agadir, 1905, ça tourne mal à Tanger, 1911. On recule systématiquement. On abandonne pratiquement toute l'œuvre de Savorgnan de Brazzac. C'est intéressant. Donc Johannes Vollenhoven va nous permettre ça, puis il va nous permettre surtout de voir l'affrontement sur la mobilisation des Noirs. C'est ce qu'on appelait la force noire. La force noire, c'est quand même Clémenceau, anticolonialiste, authentique. Alors là, il n'a pas raté le coche. C'est cet anticolonialiste authentique qui considère comme normal d'aller recruter des Africains de toutes couleurs. Allons-y. Bon. Et Johannes Vollenhoven s'y oppose, il est gouverneur général. Il est démis parce que Clémenceau nomme un noir, Blaise Diagne, député à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui va vendre le thème, qui est bon. Évidemment, après on peut rigoler. Venez vous battre, on va vous donner la nationalité française. Donc c'est... Voilà. Et finalement, avec Lamine Gueye, tout ce grand mythe de l'assimilation, ça se terminera avec Lamine Gueye, où on votera en 45-46 le fait d'accorder la nationalité française à tous les sujets de l'Empire. C'est-à-dire c'est un nouvel édit de Caracas, de donner la nationalité romaine à tous les citoyens de l'Empire. Le Crampel, bon c'est intéressant, c'est un jeune homme aussi, lui aussi il vient d'Alsace. Donc c'est quoi? C'est un rapatrié, déjà, c'est un réfugié, c'est un rapatrié, c'est un immigré. On a l'habitude de la confusion des noms comme ça. Il m'intéressait parce que c'est à la fois l'amour des grandes découvertes. Parce qu'on ne sait rien. On croit que le Niger sont les sources du Nil. Parce qu'on le voit, il monte comme ça, mais après on ne sait plus. Et on voit le Nil qui va. Donc il faut y aller. C'est des histoires terribles. Mais en même temps, il va se faire massacrer, parce qu'il y a très très peu de monde. Le grand rêve, c'est Alger-Brazzaville. Ils sont comme ça. Ce sont des territoires dans lesquels aucun Européen n'a jamais mis les pieds. Et les quelques-uns qui sont allés se sont fait massacrer. Surtout tout le sud de l'Algérie, les territoires du Sahara, le Niger. Par contre, l'Afrique équatoriale, on n'a pas besoin d'être massacré, le climat s'en charge. C'est tellement épouvantable qu'on va devenir. Et donc, il se fait massacrer là où la Séléka, aujourd'hui en République centrafricaine, sévit. Et ceux qui veulent comprendre le problème de la République centrafricaine d'aujourd'hui, eh ben, il faut remonter à ça. Si vous ne voulez pas, très bien, mais il ne vaut mieux pas parler à ce moment-là, sinon on ne fait que des bêtises. D'ailleurs, c'est ce qui montre la vérité. Le dernier Kaimakan de l'Enedi m'intéressait parce que ça permet d'introduire l'Empire turc. L'Empire turc, c'est une œuvre géante, bien plus importante que la colonisation française, qui dans cette période-là va durer, cette colonisation-là va durer 30-40 ans. Après, elle se stabilise, puis on ne sait plus comment faire, puis finalement, l'échéance arrivera. Donc ça me permettait de parler de l'Empire ottoman, ça me permettait de voir comment les interactions... L'Empire ottoman, par exemple, fait partie de la conférence de Berlin en 1885. Donc on dit qu'on s'est partagé l'Afrique. On ne s'est pas partagé l'Afrique. On a fixé des règles à la manière dont les Européens se comporter. Ça permet de parler de l'Italie, d'autres pays. Alors les Italiens sont très forts, ils oublient tout, ils n'ont jamais été nulle part. Italiani Bravagiani, comme ça on dit. Et puis ça permet d'aborder la question des grandes confréries musulmanes qui nous sont la plupart du temps totalement inconnus, mais parce que c'est un autre mode de gouvernement que
c'est pas rationnel, c'est pas étatique, il n'y a pas une frontière, etc. Mais c'est vraiment structuré. Si on veut comprendre, j'ai pris cette image pour simplifier, mais elle ne correspond pas exactement à la réalité, ce sont des ordres, c'est l'ordre des Templiers, c'est des trucs comme ça, qui sont à la fois des ordres missionnaires, commerciaux, militaires, éducatifs, tout ça, dans tous les cas des puissances. Or, on ne comprend rien à la géopolitique contemporaine. Là, si on s'étape la grande Sanoussia, ça part de Benghazi et ça arrive à Boko Haram aujourd'hui. Et c'est elle qui bouge sans arrêt. C'est elle qu'on a entravée, en fait. Elle existait avant nous, et on se demande si c'est pas elle qui est devant nous. Mais comme on continue à lire avec nos modes de lecture, on ne va pas dire ça, alors que c'est ça. Si on veut comprendre le conflit libyen, il faut intégrer ça. Philippe Aubois, c'était intéressant parce que bon, ça permettait de resituer l'Église, l'histoire du christianisme, qui est bien antérieure à celui de l'islam. Tout le Maghreb et le Machrek étaient chrétiens, pendant des siècles. Et ça permet de voir aussi ce que donnent les scissions intérieures aux églises. Enfin, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Ça permet aussi de traiter le thème de l'esclavage, parce que le XIXe siècle, c'est le grand moment où on commence à considérer que l'esclavage, c'est une honte, ce qui est un phénomène nouveau, parce que tout le monde l'a pratiqué. Mais là, tout à coup, maintenant, c'est terminé, et puis les Britanniques font la police des Noirs et arrêtent quiconque. C'est pour ça que Libreville, c'est là qu'on débarque des esclaves qu'on a ramassés, à qui on rend la liberté. Donc, au boire, ça va être intéressant, et puis ça va permettre aussi, de présenter l'action de la Vigerie, des émissions, etc. Le roi Beaulieu, c'est un économiste libéral. Pratiquement tous les économistes libéraux sont tous contre la colonisation. Donc, lui m'intéressait parce qu'il c'était le seul pour. Et on voit comment l'économie coloniale fonctionne. Pas forcément comme on croit. Le bilan économique global est donc désastreux pour la métropole. Hein. C'est-à-dire que l'épargnant, pour la même raison que je disais tout à l'heure, c'est que la France, elle s'en fiche. Donc il n'y a pas un épargnant français qui envoie son économie. Là-bas, c'est des fonds russes qui intéressent. Ça, c'est plus sûr. Là aussi, on voit comment l'histoire se passe. Mais donc, ça permet c'est très important, je pense, ce passage, parce que ça permet d'alléger le discours sur la culpabilisation, le pillage, etc., piège des matières premières, etc., qui s'est fait à l'époque, qui se serait fait à l'époque, et qui continuerait. D'ailleurs, c'est pour ça que ces pays sont sous-développés, et donc on doit continuer, etc. C'est un discours qui est sérieux. Alors là, il est abordé pour être déconstruit. De la vignette, c'est intéressant, c'est un personnage hors du commun. Il y a un personnage qui est un fil conducteur, du bouquin, c'est Charles Péguy. Je n'ai pas voulu mettre Péguy, celui-là quand même, il n'est pas oublié, et puis bon, c'est pas un objet. Mais il est tout le temps comme ça. Et c'est intéressant de voir comment ce jeune homme, il va mourir aussi en septembre 14, aura inoculé beaucoup, parce que Péguy c'est un socialiste, Péguy c'est un Dreyfusard, et un vrai Dreyfusard, j'appelle un vrai Dreyfusard, pas comme les socialistes, qui justement ne viendront qu'après. Les socialistes sont contre, non pas, ils ne sont pas contre Dreyfus, c'est un problème de bourgeois, laissons la bourgeoisie s'en inquiéter, et ne participons pas à cette histoire de juiverie. Il faut voir les mots qui sont employés. Les péchés d'Israël, le fumier d'Israël, dans une motion de l'Assemblée nationale signée Jean Jaurès. Là aussi, il faut faire attention. Donc, de la vignette, ça va être intéressant, et surtout, ça va être intéressant parce que lui, il est la génération qui vient après, et peut-être au travers de lui, j'essaye de comprendre, parce que tout ce monde-là est là pour le bien-être des peuples. Il y a très très peu de gens privés, hein, on peut en parler. Mais les administrateurs, ils sont là, et ils sont juste sur le développement, on appelle ça la mise en valeur. Et personne ne vous a rien demandé. Donc votre mise en valeur, je ne veux pas. Et ça n'est pas compris. Et les premières révoltes viendront du fait que il faut quand même, on force les gens à construire la route, etc. Moi, il y a des routes, oui, il y a des hôpitaux, oui, d'accord. Mais qui l'a fait? Parce que la République, elle ne paye rien. Tout ça se fait sur le budget local. Les budgets locaux, comme il n'y a pas, ce sont des gens pauvres et qu'il n'y a pas de monnaie, c'est leur nature. Et donc forcément, la violence est là. Et puis si vous n'avez pas l'agriculteur, on va vous prendre les femmes dans les villages, et puis on vous les rendra quand vous serez... C'est un truc abominable. Et évidemment, l'histoire du développement, ça montre les limites de la compréhension de l'affaire, c'est-à-dire que pour un homme africain de base, être dominé, il comprend. Là, il a perdu, les chefs a perdu, je suis dominé.
Et si j'avais pu gagner, je te dominais. Bon, ça, jusque-là, ça va. C'est toute l'histoire qui est une histoire qui ne nous a pas attendu, hein, des siècles. Si je paye un tribut, bah oui, forcément, tu payes un tribut, mais tu ne vas pas le payer tout le temps. Ou plutôt, tu payes un tribut au début, parce que l'occupant, il ne sait pas très bien combien de temps il va durer. Puis après, on allège, hein, parce que bon, bah, ça va, on est habitué, puis l'éternité pour nous. C'est les Ottomans, l'Algérie, etc. C'est lourd au début, puis après, on oublie un peu. Mais quand il s'agit de payer tous les ans un impôt pour les routes, etc., alors que je vous ai rien demandé, là, il va y avoir des révoltes. Totalement incompréhensible. Federbe, c'est l'avant-dernier personnage. C'est intéressant parce qu'il fait le lien entre le Sénégal. Le Sénégal, c'est Federbe. C'est lui qui l'a créé dans ses frontières, dans son effet, etc. Mais en même temps, lui-même ne savait pas très bien ce qu'il faisait parce qu'il ne savait pas qui il avait en face de lui. Or, il avait en face de lui El Hadj Omar, c'est-à-dire le grand empire. Ce sont des gens immenses. Or, l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est une civilisation, c'est une culture. Et les gens islamisés, c'était le cas en Ouest, c'était pas du tout le cas en Negev. Par exemple, El Hadj, il est allé faire le pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est pas aujourd'hui, hein, vous avez une agence de la porte d'œil, puis vous revenez, c'est tout. Non. Il est parti, il est revenu 18 ans plus tard. Donc c'est ça la chirurgie. Donc c'est un grand savant. Quand il revient, il est forcément respecté. Entre-temps, il a épousé la fille du sultan de Maïdougouri, c'est là où il y a beaucoup Haram aujourd'hui, etc. C'est-à-dire c'est des alliances qui sont extrêmement fortes. Et lui, il est en train de constituer un empire, là. Mais nous, on ne sait même pas, on ne comprend pas. Bon, on le bat, il s'arrête, etc. Et puis son fils reprend. Ça permet d'étudier tout ça. Et puis le dernier personnage, c'était une espèce de petit c'était Tintin Congo. Voilà, celui-là, tout le monde le connaît. Ça me permettait de traiter de l'imaginaire colonial. Car la France aujourd'hui, sans cet imaginaire colonial, elle est autre. Pas que c'est mieux, mais tout ceci, il y a un mixage complet. Là. Voilà. Donc, ça permettait, voilà, la morphose permettait tout ça. Évidemment, pour conclure, à chaque fois, je vous dis, j'ai des petites flèches qui vont et qui viennent. C'est-à-dire que je crois qu'il vaut mieux ne pas relire le passé avec les grilles de lecture actuelles. Alors ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Et d'ailleurs, probablement, aucune grande figure française n'y résiste. Ça va être le jeu de qui? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Le thème de la violence, bien évidemment que la colonisation, c'est une œuvre violente. Alors là, personne ne nous a demandé de venir, il a bien fallu frapper pour... voilà. C'est pour ça que les discours sur l'aspect positif, pas positif, moi, personnellement, je ne rentre pas dedans. Parce que, oui, d'accord, mais vous n'avez rien demandé. Et surtout, je le recontextualise, c'est-à-dire que la violence qu'il y a eu dans les colonies, je ne veux pas le diminuer, pas du tout, mais elle est identique à la violence qu'il y a en France. Je veux dire, on massacre à tour de bras. Juin 48, la commune, ça y va, mais alors systématiquement. Et Clémenceau, et ça continuera, sans parler des guerres européennes. Alors là, c'est des massacres épouvantables. Ça permet aussi d'aborder le fait que peut-être que le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de la colonisation, c'est le problème de la décolonisation. Est-ce qu'elle a été réussie, d'abord en tant que telle, et puis après, ça fait quand même, ça date quand même. Hein. Alors, on n'est pas responsable de tout le temps non plus. Hein. C'est un péché, j'allais dire, d'orgueil post-colonial qui est de se croire encore responsable de tout. La leçon également, c'est la réflexion sur le déni de la guerre qui vient. On est frappé en 1910, 1912, etc. Personne ne voit ce qui est en train d'arriver. Et pourtant, il y en a qui parlent. Il y en a qui disent. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Nous qui sommes si savants, puisqu'on est capable d'arbitrer après tout sur ce qu'eux, ils ont été capables d'arbitrer, on est peut-être dans le même genre, on n'est pas mieux que eux. Et puis, il y a une réflexion évidemment permanente sur le côté extrêmement artificiel de la France, qui est un pays de valeur. Ce n'est pas une race, mais c'est même pas un territoire. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et si on n'a pas envie de faire, ça s'effondre. Et là, c'est à ça aussi que nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on partage? Au lieu de toujours se demander, toi, comment tu es différent dans tes comportements sexuels, alimentaires, le sommeil, là, d'accord? Mais qu'est-ce que... Et ça c'est quelque chose qu'il faut pouvoir affronter à la fois calmement, sans que une culpabilisation mal placée serve simplement à nous tétaniser. Bon, merci pour cette belle éloquence. Ça n'empêche pas les questions. Voilà. Je réponds
répondre à la question de Gabriel sur ces franco-français. Oui, c'est fait exprès. Là, c'est pas, parce que sinon, on peut faire parler. D'ailleurs, ils ne se gênent pas, hein, il n'y a pas besoin d'autorisation non plus, les Africains. Il y a plein de témoignages qui sont magnifiques d'ailleurs. Hein. Mais ce n'était pas l'objet. Vraiment, l'objet, c'était, je me disais, bon, alors, dans les quartiers, on nous sort des trucs. C'est bien des jeunes Français qui me disent ça. Moi, j'ai été très frappé, par exemple, la prise de possession de François Hollande. Ça paraît un bon outil, ça encore. Rappelez-vous, le premier jour, il va rendre hommage à Jules Ferry. Bon, il se trouve qu'on traite des jeunes, parce qu'on ne peut plus célébrer Jules Ferry. Bon. Alors, autant savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Parce que, bon, c'était pas un si grand homme que ça. Mais il a fait aussi des... Enfin, dire... Attendez. Et je me rappelle aussi avoir été frappé. Je crois que c'était un jeune Algérien qui lui dit « Ah oui, mais... c'était là, dans la même période. Il dit « Oui, mais la France, vous avez commis un génocide en Algérie. » Moi, je tombe de ma chaise, j'entends ça. En même temps, je connais l'histoire, hein. Les massacres, je connais tout. Mais si des jeunes aujourd'hui pensent ça, c'est grave. Voilà. Je veux dire par là, si nous n'avons à partager avec des jeunes Algériens les enfumades du jour, alors nous pouvons craindre le pire. Je réponds à la première question. Pouvez-vous être plus explicite sur les finances, le financement de cette colonisation? Parce que vous avez dit, ouais. Si j'ai bien compris, Ouais. on avait l'impression que les colonies se sont nourries sur la dette, Ouais. qu'il n'y a pas eu de dette de la République. Jusqu'en 1945. Il y a eu la révolution copernicienne en 1945, conférence de Brazzaville, général de Gaulle, et maintenant, on va mettre les paquets. On appelle le fonds d'investissement, les territoires, etc. Et là, pour la première fois dans l'histoire de France, le budget de la République française, il y a une ligne, et il paye beaucoup. D'ailleurs, c'est à force de payer que les Français se sont rendus compte de ce qui allait se passer, ils ont dit ça a pris 15 ans pour qu'ils comprennent. Hein. C'est la Corrèze avant le Zambèze, etc. Par contre, avant, c'était chaque colonie a son budget et il se débrouille avec ça. Et donc, forcément, c'est coercitif avec une population qui n'est pas monétarisée. Non seulement qui n'est pas monétarisée, mais dans les pays musulmans où ça fonctionne avec l'économie fonctionne sur la base de l'esclavage. Donc l'esclave, c'est ça la monnaie. D'ailleurs, les militaires qui sont souvent les plus évertis parce qu'ils connaissent etc. Ils disent attendez, moi je veux bien, on supprime l'esclavage, c'est très bien, mais vous allez les ruiner. C'est pas compliqué. Donc les bons sentiments. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a un budget par territoire qui doit être rempli. Et l'administrateur est noté par le gouverneur en fonction du fait qu'il a réussi à collecter l'impôt. Et l'impôt, c'est le caoutchouc, c'est l'ivoire, c'est etc. Il faut se débrouiller Pour le chiffrer à combien, par exemple, par rapport au Laos, l'Algérie? C'est très variable. C'est très très variable. Parce que bon, l'Algérie, c'est déjà plus riche. Le Gabon, c'est quasiment inexistant. Mais en même temps, ils font rien. Mais le peu qu'ils font, c'est quand même une coercition insupportable. Je disais, bon, vous ne payez pas l'impôt. Alors, au début, ça se passe comme ça, parce que l'impôt, tout ça, ce sont des concepts européens. Mais en Afrique, ça n'a pas de sens. Il y a le chef, il prend le tribut, là d'accord. Mais ça suffit comme ça. Donc, vous arrivez la première fois, l'impôt, il ne comprend pas. Même l'interprète, il ne peut pas le traduire. Ça n'existe pas. L'équipe ne comprend pas. Donc, il vous accueille, vous êtes un étranger, on est poli. On va vous donner un petit peu quelque chose pour ça va. Vous repartez, c'est fini. Vous revenez l'année suivante. Alors là, vous commencez à agacer. C'est pour ça que ça commence toujours bien. Et alors, la troisième année, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis. Il n'y a plus personne. Il y a des zones entières qui deviennent désertes. Et à ce moment-là, on commence à massacrer. C'est l'histoire Go et Toké en 1905 qui fera que... qui massacrent. Alors, ce sont des gens... je pense, vous prenez leur profil, ils font des actes abominables. Et y compris le kidnapping des femmes, c'est ce que Savagnin de Brazza. C'est aussi grande tradition de la France. Il commence à y avoir un scandale. Parce que tout ça se sait. Alors là, quand même, là, c'est l'œuvre de Brazza. Brazza, c'est l'icône. Moi, je l'aime bien en plus, parce que c'est un immigré italien. C'est parfait. Pietro Savagnin de Brazza. Il parle pas bien français. D'ailleurs, il ne peut pas écrire, parce qu'il va faire des photos autonomes. Il y a quelqu'un qui écrit pour lui. Mais il nous a apporté un empire sans un coup de feu, et
avec un drapeau français sur lequel il y a marqué « Qui me touche est libre ». Le toucher, vous ne pouvez plus être mis en esclavage. Mais la France, ils adorent qu'on leur raconte des histoires comme ça. Et ils ramènent un traité signé, alors signé, bon, il y a un X, parce que signature, ça n'a pas de sens. Il y a un X, le roi de Bococco, qui dit « Moi, je me mets sous la dépendance de la France ». On ne sait pas de quoi il est responsable, lui-même ne le sait pas, d'ailleurs. Tout ça, c'est la forêt vierge. Mais c'est voté à l'Assemblée nationale. C'est les plus grands tribuns français qui vont voter pour, ils sont contents. On montre, vous voyez, ça c'est une bonne colonisation. Parce qu'il y a débat sur la colonisation, entre la bonne et la mauvaise. Mais le fait qu'il y ait débat, il n'y a pas de débat sur le fait de la faire. Donc, il y a un budget local, et chacun doit se débrouiller. Je ne parle pas du coût des opérations militaires, qui elles sont prises en charge par les budgets. Ce qui fait qu'en effet, ça coûte très cher. Et l'affaire ne sera jamais rentable. Sauf pour quelques margoulins qui vont faire fortune. C'est sûr. Et sommes-nous les seuls Européens à avoir cette relation aussi colonisée avec les anciens colonies? Je crois que les Belges on a des sont quand même livrés alors, les Belges, quelques exactions abominables. abominables. Ils dorment sur leurs deux oreilles. Oui, ils s'en fichent complètement. Alors, les Belges, mais chacun est différent. Les Belges, c'est assez étonnant, parce que c'est une histoire invraisemblable. Je raconte un peu, parce que bon, le Congo belge, c'est une propriété personnelle du roi des Belges. C'est pas la Belgique, c'est une propriété personnelle. Lui, il s'est fait un truc 100 fois plus grand ou 50 fois plus grand que la Belgique. Par contre, à la différence de la France, madame, eux, ils ont investi tout de suite. Mais massivement, c'est-à-dire qu'ils ont fait le chemin de fer, etc. Ils l'ont fait. Parce qu'ils veulent rentabiliser. Donc ils ont investi, et après, ils se sont payés sur la bête. Et les gens qui n'apportaient pas le caoutchouc et autres étaient massacrés. C'était les expositions de main coupée, des trucs abominables. Mais nous, on était là en se disant, on s'en fiche, c'est les Belges. Jusqu'au jour où il y a c'est du côté du Congo français aussi. C'est pour ça qu'il y a eu la mission de Brazza. Et ce que va découvrir Brazza est tellement abominable, de son œuvre, donc de son vivant, qu'il va mourir son retour. Alors, mourir. Son rapport sera totalement étouffé. C'est une historienne française qui l'a découvert il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, aux archives de l'Outre-mer à Aix. Il racontait tout ça. Là, la République, la capacité de la République à étouffer les scandales, c'est formidable. On va retrouver la même chose en 1956 avec Guy Mollet. Les commissions d'enquête sur la torture en Algérie, bon, finalement, il fait une commission d'enquête, parce que c'est quelqu'un de gauche, donc, et puis de toute façon, il n'y a pas de torture. Donc, allez-y. Les gars font le rapport, hop, poubelle. Justement, il y aura... Bon, les Italiens, eux, s'en sortent très bien. Tout ça, ça n'a jamais existé, c'est une butade, je sais pas. Mais ils ne se sentent pas très concernés. Voilà. Mais c'est l'Italie en général, comme ça. Les Britanniques, c'est plus intéressant par rapport à nous, c'est que les Britanniques n'ont pas du tout le mode de comportement que nous avons avec les colonisés. Eux, à la limite, je veux dire, ils s'en fichent, ils ont leurs intérêts. C'est l'axe jusqu'en Inde, etc. Les gens locaux, ils sont dirigés par les chefs tribus, les chefs locaux. Le français, j'ai dit le français parce que j'ai l'impression que c'est dans les gènes, il est universaliste. Et donc, ce sont nos égaux, ce sont nos frères. Nous allons en faire des citoyens. Ils n'ont rien demandé. Hein. Bon, évidemment, il faut la chicotte pour que ça marche. Donc, ça, il n'a pas demandé du tout. Donc il y a une trahison du rêve. Donc, c'est pour ça qu'on est malheureux. Alors que les Britanniques, ça marche pas. Eux, ils se sont tirés de leur empire en 1945, en une journée terminée. Ciao. À l'est d'Éden, ils ont abandonné l'empire au prix de guerres civiles abominables, des dizaines de millions de morts. Le Pakistan, ils s'en fichent, dégagés. La Palestine, ils sont partis à la cloche de bois. Personne ne savait qu'ils étaient partis le matin, il n'y a plus de drapeau. Ça, on peut dire, bon, voilà. Et la Rhodésie, et l'Afrique du Sud, alors c'est quand même... Mais on n'a pas fait ça. C'est pas bien, hein, c'est pas mieux, etc. Mais il y a cette espèce de côté, voilà. Et ça a mieux marché. Alors évidemment, c'est le rêve de la civilisation qui ne peut pas marcher. On l'a vu en Algérie. En Algérie, ça a été sans arrêt le débat. Bon, bah d'accord. Déjà, c'est pas une bonne nouvelle aussi en 1900. On ne peut pas. Attendez, tous sont dominés, ça, d'accord. Rien. On peut quand même veiller à ce qu'ils ne soient pas dépossédés. Et puis finalement, comment faut-il faire pour qu'ils aiment la France? Les Britanniques s'en fichent quand même de la Grande-Bretagne. Donc, nous, on va avoir cette ambiguïté permanente. Et en Algérie, en Indochine, ça avait été très bien. Mal. Alors
dans la mémoire. Voilà, comme ça. Avec l'Afrique noire, je pense qu'il n'y a pas de... Je préfère cette petite... je pense qu'il n'y a pas de contentieux, parce que la transition s'est mieux passée, et elle s'est mieux passée parce qu'il y a eu une ambiguïté permanente qu'on n'a jamais levée, peut-être parce qu'on ne savait pas d'ailleurs comment les choses se font, hein, c'est je vous ai compris, puis on fait l'inverse, c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a eu une vie politique africaine intense, qu'il n'y a jamais eu chez les Belges, ce qui sera à l'origine du drame de Lubumba, etc. Le drame du Congo aujourd'hui, hein, c'est un pays martyr, beaucoup de ces pays sont des pays martyrs. Mais on s'en fiche, parce qu'on dit qu'on ne va pas aller les recoloniser. Hein. Franchement, il suffit d'envoyer un bataillon de la Légion pour calmer tout le monde, parce que là, Dieu garde. Et l'Érythrée, le Sud-Soudan, enfin, c'est des trucs. Le Sud-Soudan, c'est pas chaud. Hein. Alors les Allemands, eux, ils ont eu la chance d'être virés par nous, par les Britanniques en 18. Donc, hop, on oublie tout. C'est une mémoire aussi intéressante, qui d'ailleurs leur pose quelques problèmes. Parce que, là, pour le coup, les héros sud-ouest africains, ils ont bien massacré pour les éliminer complètement. Donc il y a débat, génocide, pas génocide. Mais la France, elle a toujours eu ce truc contradictoire, on peut dire une aporie, un truc, un oxymore, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, le rêve des administrateurs, c'était l'assimilation. Mais pour payer, c'est finalement ce que veut dire De Gaulle, ce que rapporte Perfit. Non, mais attendez, on ne va pas faire de tous les Arabes des Français, on va avoir 80 députés arabes au Parlement, ça va être colomber les deux mosquées dans le texte. Là, on est loin du rêve universaliste, Salomon de Brazza, tous nos frères, etc. Et donc, voilà, et ce qui explique le malaise. On a porté ça quand même, et on l'a raté. D'une certaine manière, certains, je le montre dans le livre, d'une certaine manière, certains, c'est pas pour moi, mais pensent que tout le courant aujourd'hui multiculturel, plus que compassionnel, hein, sur on va réussir, etc., c'est on veut rejouer ce qu'on a échoué là-bas. Et comme si cette partie n'était pas terminée, on va la rejouer ici. Donc c'est vrai qu'il y a une singularité française. La question que Madame posait sur le financement notamment. Je parlais de l'Algérie à l'instant. L'Algérie, c'était pas uniquement une œuvre civilisatrice, c'était surtout un problème de financement. Je veux dire, la colonisation algérienne, elle s'est faite à partir des années 1830, à la demande quand même de Charles X, qui souhaitait renflouer les caisses de l'État français. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé ses flottes envahir Alger, avec tout ce qui en a suivi. Donc c'était d'abord un problème de financement de l'État français, plus qu'une œuvre civilisatrice. Et quand on compare d'ailleurs l'Algérie par rapport aux deux pays voisins, que sont la Tunisie et le Maroc, c'est une toute autre approche. Et la décolonisation, de fait, s'est faite plus rapidement dans ces deux pays que pour l'Algérie. Moi, je ne le dirais pas comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on est parti en Algérie sans savoir ce qu'on allait faire. Enfin, c'est ce que donne tout le matériel historique. Charles X, il fait une opération de diversion. Et ça ne marche pas. Comme toujours. Je veux que les caches à ce moment-là. Oui, mais on n'a pas ramené d'argent là-bas. Il n'y avait pas un trésor à prendre. Ah ben, quand même. Non, mais je vais y venir. Non, on aurait pu faire ça. Hein. Moi, mon avis, hein, de ce que je pense, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pire que ça. Si c'est ça, bon, c'est cohérent, c'est rationnel. Et voilà. On y est allé au doigt mouillé. Une fois qu'on était là-bas, le gouvernement qu'il avait fait a été renversé. Le régime a été renversé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, vous avez des débats aboutis. Ah oui, mais maintenant qu'on y est, on ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que d'autres qui disent, on arrête. Tout de suite, on dit, mais tout ça, ça va nous coûter cher. Évidemment, quand même, il y a des catastrophes pour les finances de la France. Et on ne sait pas très bien. Et le débat va continuer jusqu'en 1948. C'est par phase. Et chaque fois, l'histoire aurait pu être différente. Jusqu'en 1948, donc sous la monarchie de Juillet, c'est les rapports de Tocqueville, c'est des gens impressionnants, d'intelligence et de lucidité. Ils vont sur place, ils regardent ce qu'on fait, etc.
Je parlais d'Abdelkader. On passe des traités de paix avec Abdelkader. Donc, il est reconnu en tant qu'entité politique et donc territoriale. C'est plus flou, hein, parce que le territoire, il est là où les chèvres s'arrêtent, hein, mais si ça continue, enfin, c'est pas très bien. Et ça continue d'ailleurs, les frontières, c'est là le chameau, c'est l'accès du puits, c'est le puits, voilà, qui est la vraie frontière. Il y a quelle tribu. Bon. Et là, on sait pas très bien. Et le fait qu'on passe des accords avec Abdelkader montre que l'histoire aurait pu être autre. On passe un accord, et puis Abdelkader qui est pas tendre avec les tribus qui lui résistent. Hein. Attention, les massacres d'Abdelkader par les gens qui lui tiennent tête, ça vaut du bugeot. Hein. Je ne sais pas. Et finalement arrive 48, on va quand on recommence, là c'est la République, donc là je suis obligé de dire que les républicains sont pour la colonisation, c'est l'histoire. C'est même pas, mais les socialistes ont continué, donc voilà, on va dire la gauche. Alors dans la gauche on peut dire, ça vient de loin, c'est-à-dire que quand on relit par exemple Karl Marx, c'est quand même une valeur de référence. Dans le matérialisme historique, pas besoin de se taper le Capital pour le lire, hein, c'est dans d'autres écrits plus faciles, lui, il a inventé une compréhension scientifique de l'histoire. C'est le Darwin des sciences sociales. Donc, ça déroule. Alors, ça a la luminosité de l'évidence. La bourgeoisie doit renverser la féodalité. Mais pas seulement en France, partout dans le monde. Et sur la base de l'effondrement des féodalités, la bourgeoisie triomphe, elle apporte les lumières, il écrit aux barbares ou aux semi-barbares. Choisissez. Et à partir de là, le prolétaire éclairé fera la révolution, qui est un truc total. Donc, l'aspect, lui, il écrit surtout sur la colonisation britannique en Inde. Il considère que c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est un pas dans la bonne direction de l'histoire qui se déroule comme un truc implacable. Donc, il faut que la féodalité disparaisse. Les Maharajas, etc., tout ça au bas. Et si la bourgeoisie entreprendra les deux. Donc, avec 48 sur l'Algérie, on arrive à une période où on recolonise de fait. Donc, les colons sont contents. On donne des terres. Il y a une mortalité épouvantable, hein, parce que les gens ne savent rien faire, c'est un climat difficile, donc ça dégage. Et puis arrive la révolution de février, mais surtout les journées de juin 48. Là, il y a des milliers de condamnés. Il y a un beau monument, il y a un sur le cimetière de Marseille, hein, en hommage à ceux qui ont réprimé. Hein, aussi, c'est très actuel, hein, quand même. On a tout oublié, ça. Et donc, à ce moment-là, on renvoie, alors là, c'est les relégués, etc. Donc, on prend des terres. Donc, le problème, bon, je n'y arrive pas, c'est le problème de la terre. Parce qu'on n'a pas tiré davantage. Quand on y est allé, bon, on a arrêté la piraterie. Alger, c'était un État pirate. Alger, Tunis et d'autres. Hein. C'est l'État pirate. Avec une économie qui marche, hein, puisque c'est l'économie de la rançon. Hein. Ce n'est pas des esclaves. On les garde en otage, et puis ceux qui peuvent payer, on les renvoie. Il y a toute une économie qui fonctionne comme ça. Par contre, ce sera vraiment avec la Troisième République, la répression de la commune, quand même, 30 000 morts, 30 000 morts en 10 jours. La répression, hein, vous connaissez. 30 000 exilés, que ce soit en Algérie, enfin, essentiellement en Algérie et en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, où les exilés de la commune feront cause commune avec leurs geôliers pour tirer sur les Kanaks en révolte. Et ils auront, à cet égard, l'alliance des Kabyles. On a aussi foutu des Kabyles en exil en Nouvelle-Calédonie. La seule qui, d'ailleurs, éclaire d'une autre lumière cette page épouvantable, c'est Louise Michel, qui fait partie du lot, et qui, elle, va se singulariser et portera un beau témoignage. Donc, sur le... Bon, moi, la thèse que je défends globalement, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour les autres, c'est que, bien sûr, des gens se sont enrichis. Là, c'est évident. Les gens se sont enrichis. Mais globalement, pour la France, pour la métropole, on va dire, c'est turbo des Danaïdes. Parce qu'on commence avec 1000 types, 1000 militaires, puis il y a 2000, puis 100 000, puis 200 000, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et l'économie est une économie de rente. Là aussi, c'est des trucs très actuels. Il faut remonter les frontières, il faut se séparer. On passera des accords d'État à État, de partenaires, de peuple à peuple. J'ai encore entendu ça l'autre jour sur le quai des Belges. Hein. C'est le protectionnisme solidaire. Donc, on remet les frontières en route.
Là, c'est ce qui se passe, c'est pour remettre les frontières en haut. Donc il y a une espèce de mythe, mais qui est cru. Et souvent les gens sont de bonne foi. On a besoin de débouchés, donc on a besoin de matières premières, on a besoin de débouchés pour nos produits. Et donc c'est l'économie parce que les autres, sauf que personne ne nous achète nos produits, ils n'ont pas honte. Donc de toute façon, ils ne vont pas acheter des locomotives ni rien. C'est aujourd'hui qu'ils achètent, ils sont en train de nous donner le pion. Mais à l'époque, personne ne nous achète des produits manufacturés. Et par contre, l'accès aux matières premières, c'est beaucoup moins cher sur le marché libre. Parce que le marché mondial, c'est un marché qui est moins cher, puisqu'il est compétitif. Alors que là, il faut le drapeau français depuis le planteur, le transporteur, le bateau, la compagnie, etc. Mais ça coûte une fortune. Personne n'est mis en concurrence. Donc il y a des gens qui gagnent de l'argent au détriment du contribuable français. C'est pour ça que, par exemple, un pays comme l'Allemagne, moi je le dis comme ça gratuitement, il s'est sorti des colonies, parce qu'on les a mis dehors. Mais du coup, il n'a plus accès à la main-d'œuvre pas chère. Là, pour le coup, de la main-d'œuvre pas chère en France, oui, là, on a bien usé. Mais l'Allemagne était obligée de faire fonctionner son économie autrement. Et est-ce qu'il n'y a pas un élément dans le fait que c'est un pays qui est plus compétitif, plus mieux placé aujourd'hui, à un monde de pauvres, où on est dans un système d'économie monde où il faut exporter des produits manufacturés, que nous. Parce que nous, on a vécu sur la rente coloniale. Les gens se sont empiffrés, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas globalement, la France y a perdu. Je crois que c'est dans l'alternative économique. C'est un truc plutôt, bon, c'est pas d'extrême droite quand même, qui chiffrait il y a 2 semaines ou 3 semaines. Le chiffre, je crois que ça a coûté 3 à 4 plans Marshall. On parle toujours des plans Marshall. C'est une catastrophe. Alors sur la Tunisie-Maroc, oui, en effet, et justement parce que le temps n'est pas le même. C'est beaucoup plus tard. Et on se comporte pas de la même manière. Donc c'est un protecteur. Entre 1830 et la Tunisie, c'est 1882, et le Maroc, c'est quasiment 1912. Donc l'histoire est passée. Et là, on peut plus se comporter de la même manière. Ce qui montre que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses abominables. C'est parce que la Tunisie, là j'en parle bien là-dessus, l'expropriation des terres, c'est toujours pareil, c'est la terre. C'est quand même des choses. Mais ça vient plus tard. Oui, et surtout, à mon avis, c'est que, d'ailleurs, c'est la difficulté avec l'Algérie, mais c'est comme ça. C'est que la colonisation, alors ça c'est un fait d'histoire, j'essaie de le dire de manière normale, a éradiqué la légitimité territoriale. Je veux dire, quand on fait la même chose, 70 ans plus tard, au Maroc, puis d'abord, c'est pas les mêmes, c'est l'unité. C'est des types qui. Oui, c'est l'unité qui a créé la monarchie chérifienne. Ah bah oui. Donc tout à coup, il a besoin. On n'est pas dans le tabula rasa, qui aurait pu être différente s'il y avait eu un accord. Si l'accord avec Kader avait fonctionné. Et là, on ne peut pas refaire l'histoire. Ou alors, je propose d'ailleurs qu'on relance une version de l'histoire, c'est l'Uchronie. On refait l'histoire autrement. Pourquoi pas? Mais là, bon. Mais ça permet de montrer que l'histoire, elle est fragile, elle est comme ça, là, autrement. Oui, c'est la France qui s'est manquée avec la plaquette. Ah ben, complètement. Bon, je sais pas, mais voilà, ça s'est manqué. C'est comme ça. Abdelkader, grand personnage quand même, que nous mettons en exil, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, tu connais ça, quand même en exil, qui sera en exil au Liban, en Syrie. Excusez-moi, c'était la même chose à l'époque. D'ailleurs, et qui va protéger déjà les massacres contre les chrétiens. Donc c'est Abdelkader. Et d'ailleurs, on lui remettra le grand cordon de la grande croix de la Légion d'honneur, qui ne refuse pas. C'est ça l'histoire de France. Voilà, c'est tout ça. Et le temps compte. Le Maroc qui arrive en dernier, évidemment, il va s'en sortir mieux, parce qu'il y a une légitimité. En Tunisie, il y avait une légitimité. Elle était plus fragile. Le B, là, comment il s'appelle le B de Tunis, là, derrière. C'était un personnage un peu falot quand même. Ça compte aussi la réalité. Mais il y avait une légitimité. Et donc on pouvait s'appuyer là-dessus. D'ailleurs, comme Indes France, signant les accords de dégagement au Vietnam, quand même, un truc énorme. Il ne descend même pas d'avion, il part direct en Tunisie et il va au Maroc pour remettre le roi qu'on avait démis, pour pouvoir.
il ressort des gens qui sont légitimes. Légitimes pas à mesure, on s'en fout. Légitimes dans les autres peuples. C'est une histoire, ils sont légitimes, point. Donc c'est plus facile à faire négocier. C'est un peu le problème des démocraties populaires aujourd'hui. Vous gommez tout, vous tuez tout le monde pendant 70 ans, et bah, après il y a la liberté. Mais c'est quoi la liberté? Avec qui? Difficile. C'est un des problèmes pour moi de l'Algérie contemporaine, c'est le problème de la légitimité. La seule légitimité, à la limite, c'est oui, c'est novembre 54. Mais ça s'atténue. Dans le temps. Ouais, je parle pour les Algériens. Alors, je voulais vous poser une question. Vous avez répondu avant que je la pose, c'était cette histoire de qu'est-ce que c'est que faire l'histoire, donc des personnages inconnus. Qu'est-ce que ça nous raconte de ce qu'est l'histoire, de la partie elle est faite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de l'histoire des grands hommes et de l'histoire des petits hommes. Et alors ensuite, qu'est-ce qui choisit le regard? C'est effectivement l'idée de la construction nationale. Et c'est pour ça que je veux profiter pour l'Italie. L'Italie, c'est pas que c'est oublié, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, la colonisation italienne, elle est le fait du roi, en tout cas de la monarchie, puis de l'époque fasciste. Donc c'est très très commode de se débarrasser de cette histoire qui est une mauvaise histoire. On ne va pas s'intéresser à des choses qui ont été faites par deux régimes contre lesquels on se construit. Et deuxièmement, l'Italie est un pays traditionnellement d'émigration. Et il y a très peu de gens italiens qui émigrent dans leur propre colonie. D'abord parce qu'elles sont misérables, qu'elles sont aussi misérables que l'Italie. Et donc les Italiens qui émigrent, ils émigrent très loin, ou ils émigrent dans des endroits qui ne sont pas des colonies, l'Argentine, le Brésil, etc. Essentiellement les États-Unis, je ne parle même pas de ça. Mais quand ils émigrent dans les colonies, ils sont dans les colonies françaises. Voilà. Donc c'est bien sûr. Donc c'est extrêmement pratique dans la construction de d'abord, et puis alors troisième moment, c'est un pays qui est très récent. Donc c'est très pratique de pouvoir, enfin on peut gommer ça facilement. Et enfin, il y a au moment de la décolonisation italienne, c'est d'autant plus pratique que vous pouvez faire table rase sur tout ce qui s'est passé avant, et qu'il y a très peu de gens qui reviennent au pays. Il n'y a pas comme nous, effectivement, des décolonisés qui viennent en métropole. C'est pas le cas. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est bien en Tunisie. Non, pas en Italie, effectivement. Donc ça joue, ça joue aussi. Et moi, je voulais dire que j'avais beaucoup apprécié le passage, justement, enfin, le chapitre, pas vraiment un chapitre, en tout cas le portrait sur l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman a une histoire coloniale qui est dingue, qui dure des siècles, qu'on oublie, et qui a surtout permis, au XVIe et au XVIIe siècle, alors je mets 50 000 guillemets parce que c'est pas très beau, mais c'est pas qui ne résume pas, de blanchir le Maghreb. C'est-à-dire que le Maghreb, par les croisements de population avec des esclaves femmes blanches, qu'on va chercher dans le Caucase ou autour, enfin dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud du Ural, le sud du Caucase, etc., permet de blanchir les gens, les croisements avec des femmes blanches qui deviennent moins noires. Et donc le Maghreb tire aussi sous l'Empire ottoman sa dignité de blanc par la colonisation. Vraiment, les populations du Maghreb et de l'Empire ottoman se vivent comme des gens qui sont de plus en plus, mais en tout cas se construisent contre le continent noir. Et ça, énormément au XVIe et au XVIIe siècle. Sur les marchés aux esclaves, les blondes aux yeux bleus, c'est vraiment le top, parce que ça permet de blanchir rapidement une famille. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant aussi, parce qu'on oublie toujours que quelles sont vos sources les nuits de ce que vous évoquez? Là, c'est noir. Les ils étaient assez foncés. Les sources, ce sont les récits, ce sont beaucoup de récits du XVIe et du XVIIe siècle. Moi, je suis spécialiste de l'histoire culturelle
du XVIe essentiellement, pas tellement du XVIIe siècle, du XVIe. Donc on a beaucoup de sources de récits. Vous voyez là, on a des listes entières de marchands italiens qui disent voilà, j'ai attrapé un peu de blanches pour aller les vendre, etc., les amener. Et puis on a des récits d'ambassadeurs aussi, beaucoup, qui viennent en France. Par exemple, ils viennent en France dans Louis XIV, ils demandent quoi? Ils demandent des femmes blanches. Alors qu'on ouvre le bagne de Toulon, c'est tout ce qu'il faut faire, on ouvre le bagne de Toulon, et il y repart avec 300 femmes blanches. Parce que 300 femmes blanches, vous voyez, ça permet de blanchir pas mal de gens. Là, vous pouvez vous en servir pendant un certain temps. Et ça, c'est l'Empire ottoman qui crée aussi ça. Alors, en massacrant toutes les populations autochtones aussi. Les néo-léninides, ils étaient relativement foncés. Les Égyptiens étaient relativement foncés. Et d'ailleurs, dans le Sahara, le mélange des populations, lorsqu'on commence à tirer des traits géographiques sans se poser la question de qui habite où, sans considérer aussi le fait que ce sont des nomades, que donc une année ils sont là, mais ils ont leur territoire de nomadisme, ça marche très très mal. Ça marche très très mal. Donc c'était juste pour... Non, mais c'est très important de ressortir l'Empire ottoman si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Justement, De même que Poutine, il est en train de rétablir la Sainte Russie éternelle, moins, il y a des gens qui ne se sont pas remis du dépeçage de l'Empire ottoman. Voilà. Et c'est pas la peine d'arriver avec nos lunettes. Il faut mieux comprendre ce qu'eux, ils ont dans la tête en arrière-pensée. Ce n'est pas l'histoire d'adhésion à l'Union européenne. Puisqu'à juste titre, on évoque l'Empire ottoman, c'est vraiment par rapport à la situation actuelle que dès le départ, évoquer quand même le rôle de l'extension culturelle, appelez ça comme vous voulez, sémidien ou arabiste, depuis des années, en Afrique, en Afrique du Nord, un peu partout, mais aussi en France, qui aboutit à ce que nous voyons germer désormais, parallèlement aux relations étroites que peut avoir la France avec ce même pays, qui à l'heure qu'il est toujours l'occupant non légitime des lieux saints, puisque seul la tribu du prophète peut être protecteur des lieux saints. Et ça, le monde musulman est au courant. Nous, évidemment, nous ne sommes pas au courant parce que ce n'est pas notre histoire. Il n'en demeure pas moins que le rôle de l'Arabie saoudite est désormais l'une des raisons de ce qui se passe aussi dans nos sociétés. Pour terminer, parce qu'on me fait signe, moi, je lis juste un petit passage sur le rapport à Dieu. Pensez à ça, parce que c'est ce qui nous surprend. Nous, on a l'habitude, je disais tout à l'heure, les confréries, on ne comprend pas ce que c'est. On comprend les États. Mais non, les gens qui ne fonctionnent pas, l'État, ça ne veut rien dire. C'est d'autres choses qui marchent, etc. Sur le rapport à Dieu, qui pour les Occidentaux est alors encore plus anachronique. Des gens qui croient sincèrement et profondément en Dieu, et qui se sentent aussi un devoir sacré de répondre de leur foi, grâce à l'argent du pétrole dont ils pensent qu'il ne leur a été donné par Dieu qu'à cette fin. Évidemment, pour les Européens, ce sont là des incongruités, voire des signes évidents de pathologie mentale. Que les Européens ne croient plus guère au divin, c'est leur affaire. Plus exactement, c'est leur histoire. Une belle histoire d'ailleurs. Depuis les Grecs, de l'Antiquité, les Romains, jusqu'à la Renaissance, les grandes découvertes, la Réforme, les Lumières, la démocratie. Mais dénier aux autres la puissance d'une motivation fondée sur une croyance métaphysique, c'est encore une fois faire preuve d'arrogance. Et c'est surtout s'exposer à de grands dangers. Car une guerre nous est déclarée qu'il est futile de rejeter comme un anachronisme. Elle est là, sous nos yeux, depuis des décennies, et pouvons-nous seulement accepter de la voir. C'est du pays. Hein. Tu veux nous rappeler à quelle page tu as mis ça? Oui, je te le dis tout de suite. 226. Bon, merci On beaucoup. continue. Oui, continuons, mais on y va vers le volontiers. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Ah bon, faut commencer, hein.